Connaissance, recherche, sciences, Sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bonjour tout le monde, c'est ma dernière leçon de ce cycle et bon, aujourd'hui je vais terminer avec l'avenir. Et quand le sida a été décrit pour la première fois en 81 et tout au long des années 80, on avait implicitement au moins l'impression ou un consensus qu'il s'agit d'une crise, ce qui était le cas, et que un jour, le sida disparaîtrait. On n'avait jamais cette discussion, mais c'est pour quand la fin. Il y avait une croyance très ferme qu'un jour, il y aura un vaccin, que c'était imminent, comme je l'ai montré dans une des leçons, que pendant 2 décennies, on a promis le vaccin pour dans 5 ans. Donc, chaque fois, c'était reporté dans 5 ans. Et maintenant, nous savons mieux. Nous savons que le sida sera avec nous, le VIH en tout cas, sera avec nous pendant encore très longtemps. Même si par miracle, il n'y aura plus de transmission du VIH aujourd'hui, le monde restera avec, d'un côté, bien plus de 30 millions de gens infectés par le VIH, les orphelins du sida, les frais du traitement, etc. Donc, il est très important vraiment de réfléchir maintenant et de changer, en fait, de vitesse, de cap d'une riposte qui est purement une riposte réactive et d'urgence à une vision à long terme et ce que ça veut dire. Donc je vais parler de cette nécessité d'une vision à long terme et puis qu'est-ce que ça veut dire en termes de défis pour plusieurs aspects contre le sida et qu'est-ce que ça veut dire une stratégie à long terme. Pourquoi une vision à long terme? Donc j'ai donné un peu les raisons, mais le miracle ne se passera pas. La transmission du VIH continue bel et bien. Souvenez-vous, l'année passée, ou non, en 2008, il y avait 2,7 millions de nouvelles infections dans le monde. Et même si ça diminue, ça va continuer. Et puis aussi, le traitement est un traitement à vie. Donc il n'y a pas de guérison, encore une fois, c'est encore pour au moins quelques générations. Nous avons la tension entre une crise économique et financière qui a l'air d'être de plus longue durée que les autres crises que nous avons connues après la Deuxième Guerre mondiale. Et les besoins financiers continueront à s'augmenter. Je vais le montrer, surtout parce que les besoins en traitement augmentent et augmenteront aussi longtemps qu'il y aura plus de nouvelles infections que de personnes qu'on puisse mettre sous traitement. Et en tout cas, pratiquement tout le monde qui a le VIH un jour ou l'autre aura besoin de ce financement. Donc là, cette tension est là et en plus, il y a une certaine fatigue du sida. Il y a bien sûr des défis à l'échelle mondiale qui sont très pressants, comme le changement climatique, mais il y a aussi une certaine fatigue parce que
il y a des résultats. Il y a l'impact du sida est de longue durée, comme je le mentionnais dans mon introduction. Et puis, il ne faut pas oublier que le monde change. Que le monde qui a vu l'émergence du sida au début des années 80 n'est pas le même que le monde aujourd'hui et ne sera pas le même dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Comment il est là, je ne vais pas me risquer à regarder dans ma boule de cristal, mais c'est quand même c'est une certitude. Quand on voit des projections, et c'est des projections, des scénarios de tout genre, et ça c'est un scénario qui est d'un groupe de Washington, de Robert Heck et collègues. On voit, bon ça c'était vous voyez, la courbe épidémique du VIH avec de nouvelles infections chaque année. Et puis ça a diminué, ça continue à baisser. Mais si on continue avec les programmes de prévention comme ils sont pour le moment, il y aura une certaine stabilisation du nombre de nouvelles infections. Et puis, selon des scénarios qui ont reçu de diverses dénominations, il y aura quand même au moins, selon ces auteurs, au moins un bon million de nouvelles infections en 2030. Ça, c'est assez décourageant. Et il faut voir peut-être qu'ils sont trop pessimistes, mais il se pourrait qu'ils sont même trop optimistes. Donc, il ne faut pas compter très vraisemblablement à une fin du sida, l'élimination du VIH dans les 20 ans qui viennent. Sauf l'apparition ou la découverte d'une guérison, la découverte d'un vaccin très efficace. Quand on regarde ça pour des pays hautement touchés, encore une fois ici l'histoire du VIH en Afrique du Sud, vous voyez vraiment une bouffée épidémique où lors du pic de l'épidémie en Afrique du Sud, en 1995, il y avait plus de 700 000 nouvelles infections en une année en Afrique du Sud. Ça, ce n'est pas une projection, ça, c'est l'histoire. Ça, c'est, à partir d'ici, bien sûr, c'est des projections. Et encore une fois, il y a, selon les scénarios, dans le meilleur des cas, avec les outils disponibles aujourd'hui, il y aura encore 150 à 200 000 nouvelles infections pour un pays de 45 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Autre projection, ça c'est la mortalité. Là, c'est plus difficile à savoir. Ça, c'est des projections pour l'Afrique du Sud qui ne tiennent pas vraiment en compte le fait que le traitement, avec le nouveau gouvernement, il y a un plus grand accès au traitement. Mais encore une fois, la mortalité restera très importante, même avec une bonne couverture de traitement antirétroviral. Mais ça, je crois que c'est plus risqué à faire ces projections. Bon, nous savons que le monde est en train de changer et un des changements, c'est que le centre du monde est en train de se déplacer vers l'Asie. Pour ceux qui ont été à Pékin, ça c'est le temple du ciel. Et tout juste ici, à peu près, selon les Chinois, il se trouve le centre du monde. Il y a un point, on peut se mettre dessus et on est centre du monde. Et il y a tout un changement social qui s'opère en Asie, en plus du changement économique, un changement de comportement social. J'ai parlé pendant la deuxième leçon, je pense, de bouffées épidémiques de VIH parmi des hommes homosexuels partout en Chine. Et il y a un changement de comportement un peu partout en Asie
où surtout les femmes sont en train de rattraper les hommes en termes de nombre de partenaires sexuels, et il y a donc moins l'accent sur le sexe commercial parce qu'il y a une sexualité qui est en train de changer. Même au Japon, les hommes s'inquiètent beaucoup, mais les femmes ont maintenant autant de partenaires sexuels que les hommes. Quand je dis les hommes s'inquiètent beaucoup, c'était ironique, hein? Et donc, qu'est-ce que ce changement social qui peut aussi aller dans un autre sens, un sens de fondamentalisme qui peut faire pour que les interactions sexuelles soient moindres. En tout cas, une des grandes inconnues de l'épidémie du sida, c'est qu'est-ce qui va se passer en Asie. Contrairement à ce que nous pensions à la fin des années 90, l'Asie n'a pas connu d'explosion épidémique comme l'a connu l'Afrique. Ni l'Inde, ni la Chine, la Thaïlande, le Cambodge, la Birmanie, oui, jusqu'à un certain degré. Mais à long terme, même une diffusion plus lente du VIH dans un continent où il y aura plus de 4 milliards d'habitants dans 20 ans, le dénominateur est tellement énorme que le nombre absolu de personnes vivant avec le VIH et touchées par le sida pourrait être très, très grand. Mais une autre possibilité, c'est que le sida restera très limité à des populations à haut risque. Et comme je l'ai dit avant, nous voyons aussi un peu partout un changement des gens qui sont infectés avec le VIH. Ici, pour le Cambodge, pour rester en Asie, au début, tout était concentré autour de la prostitution. Et maintenant, même s'il y a beaucoup moins d'infections, c'est dans les relations stables, c'est beaucoup plus complexe comme épidémiologie, et la même chose est vraie ailleurs. Et nous ne savons pas où est-ce que nous serons dans 20 ans. Ici aussi, pour l'Europe, cette évolution continuera sans doute pendant encore quelques années jusqu'à une certaine stabilisation. Et puis, en matière de sida, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, il y a cet écart de plus en plus grand entre les nouvelles infections, donc en d'autres termes, les besoins ultérieurs en termes de traitement et la mortalité qui en sort s'il n'y a pas accès de traitement, et notre capacité d'offrir un nouveau traitement. Et 1 million par an, je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer cet effort à ce rythme-là, aussi vu les problèmes financiers dans le monde. Donc ça, c'est des éléments de l'avenir. Et comme j'ai dit, bon, le monde est en train de changer. Il y a c'est toute une industrie de futurologie et de scénarios, et c'est toujours risqué. Hein. Je me souviens quand j'étais petit, j'aimais bien lire des revues chez ma grand-mère, des revues des années 30, où il y avait une série comment le monde serait en 1960. Et ils étaient complètement à côté de la plaque. C'était surtout parce qu'on a une capacité d'extrapolation, mais souvent il y a des choses qui changent fondamentalement. Le transistor, surtout la miniaturisation, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Et quand je travaillais à mon doctorat, j'avais besoin, ça c'était dans les années 70, besoin d'informatique, eh bien, c'était un ordinateur qui remplissait, je n'exagère pas pour les jeunes, hein, c'est la moitié d'un local. Et ça, c'était pour faire quelque chose qu'on puisse faire maintenant, j'exagère un peu, mais sur un iPod, sur un iPhone ou un BlackBerry. Et donc, il est difficile de prévoir de l'avenir, mais il y a certaines choses qui sont quand même assez
clair, ça c'est la tendance à l'urbanisation. Donc là, il y a déjà la moitié de la population mondiale aujourd'hui qui habite dans de grandes villes. Dans nos pratiques, dans le développement, on se concentre toujours surtout sur le milieu rural, mais je crois que c'est un peu courir derrière l'histoire. Et vous voyez qu'en 2025, la Chine aura 23 villes avec plus de 5 millions d'habitants, 22 avec 10 millions d'habitants et 15 villes avec plus de 25 millions d'habitants. Donc c'est... Et ici en Europe, on dort un peu, mais c'est ça aussi l'avenir du monde. Et comment est-ce que ça va influencer l'épidémie du sida? Je n'en sais rien. Et vous voyez ici aussi l'émergence fulgurante des populations rurales au sud, dans les pays en développement, et une diminution, même en termes absolus, de la population rurale. Tandis que au nord, c'est assez stable quand même dans nos pays. Il y a aussi des changements en matière de mortalité, de morbidité, les causes. En général, ici vous voyez une comparaison entre 2004, ici 2004, et ce qui est projeté selon l'OMS en 2030. Et on voit que les maladies infectieuses, y compris le sida, baisseront en importance, la tuberculose, la malaria, la diarrhée comme cause de mortalité. Il y a une très très forte baisse de tout cela. Tandis que le diabète, les maladies cardiovasculaires, et tout ça, ça augmente de façon fulgurante. Ça, c'est les maladies chroniques pulmonaires. Donc, ça aussi est en train de changer et ça va faire un défi énorme pour les soins de santé. Donc, le défi maintenant, ce n'est pas tant de réfléchir comment est-ce que le monde va être dans 20 ans, dans 30 ans. Bon, c'est amusant et c'est intéressant, c'est nécessaire, mais c'est de faire pour qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire qui aura le plus d'impact positif, dans le bon sens, sur le long terme. Et ça sont des choix de société, ce sont des choix stratégiques. Ce sont des choix qu'on ne peut pas toujours faire de façon très rationnelle. Nous savons tous que la prévention de quoi que ce soit à la longue, c'est mieux que de s'occuper du traitement, mais il y a aussi l'impératif humanitaire et éthique. Donc, il ne faut pas... Je ne suis pas de ceux qui disent ayons seulement comme critère stratégique le coût-efficacité. Ça c'est pas humain, quoi. Mais il faut en tenir compte. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase de la lutte contre le sida où nous devons faire quelques choix. Et cette phase-là va être d'une durée beaucoup plus courte à cause de la crise économique, qui nous force de faire des choix. Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose aussi longtemps qu'il n'y a pas un effondrement des subsides. Et encore une fois, il faudra avoir comme modèle en tête des synergies, la science, la politique, les programmes. Et ici, quelques aspects. Le traitement. Bon, on est encore loin de l'accès universel. Selon une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, aujourd'hui, 2010, on aurait dû atteindre l'accès universel au traitement. Donc universel veut dire pour tout le monde, partout, pour tout le temps et sans restriction, etc. C'était pour le moins qu'on puisse dire
très ambitieux quand cette résolution est passée, pour ne pas dire naïf, et je crains que ça puisse être contre-productif, comme à l'époque le slogan « Santé pour tous » dans l'an 2000 de l'OMS, ça fait déjà il y a 10 ans, et bon, on a encore un long chemin à faire. Et quand on se met d'accord sur des objectifs au niveau international, je crois qu'il faut être ambitieux, mais pas, si on est trop ambitieux, ça peut être contre-productif parce que les gens vont devenir cyniques et dire, bon, c'est pas possible. Donc on est encore loin de cela et il y a encore un grand travail à faire parce que les gens continuent à mourir du sida. 2 millions de morts l'année passée. Les besoins vont en croissant, je montrerai. Il y a chez nous maintenant toute une médecine qui s'occupe des complications à long terme du sida, du traitement, pardon. Surtout des complications métaboliques, cardiovasculaires et autres, diabète, etc., dont certains sont liés à au traitement, et donc des effets secondaires du traitement, et certains sont liés à peut-être à l'évolution à long terme de l'infection. Et comment est-ce qu'on va gérer ça dans des pays avec des infrastructures sanitaires très limitées? Parce que c'est vraiment ça nécessite un outil diagnostique et thérapeutique très sophistiqué en médecine interne et autres, et en neurologie. Donc là, dans quelques années, on va être confronté à cela, ça c'est sûr. Le financement de ce traitement restera très important, et puis aussi la nécessité de continuer à investir dans la recherche dont je vais parler plus tard. Si vous voyez une simulation pour le Zimbabwe, un des pays très touchés par le VIH, et vous voyez ici les besoins en traitement, on est donc ici. Pour le moment, il y a à peu près 110 000 personnes qui sont... pardon, ça c'est... Il y a... Où est-ce qu'on est là? Ah oui, ici. Donc il y a à peu près 100 000 et quelques personnes sous traitement, mais le besoin, le long des années, pendant 20 ans, vont être énormes. Parce que les gens qui sont déjà infectés auront besoin de traitement. Donc ça, c'est une évolution, ça, des projections qui sont assez fiables, parce que c'est basé sur les personnes infectées aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a une escalade là du besoin de nouveaux traitements. Deuxième, et ça c'est le cas partout. Deuxième question, c'est quand commencer le traitement antirétroviral? Comme je l'ai mentionné il y a quelques semaines, l'OMS vient de changer ses recommandations quand commencer le traitement. Jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à quelques mois, c'était quand on a atteint, quand les cellules CD4 baissent au-dessus de 200 mm3, et maintenant c'est 350. Et c'est un fait que si on commence plus tôt, on aura un impact plus grand, sans doute, sur même la transmission du VIH, sur la mortalité. Et ça, c'est ce que nous donne la science. Le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut traiter beaucoup plus de gens et qu'il n'y a même pas assez d'argent pour traiter ceux qui sont
très malades. Et puis, il y a la question des investissements de l'industrie pharmaceutique. Il y a un désengagement de beaucoup de laboratoires pharmaceutiques des investissements et de la recherche pour les antirétroviraux. Dernièrement, il y a GlaxoSmithKline et Pfizer qui ont créé un nouveau laboratoire, Vive. C'est un modèle business très original et très intéressant, je trouve, mais c'est aussi pour absorber les risques. Et en fait, il y a très très peu d'investissements nouveaux et il y a très peu de médicaments antirétroviraux qui sont à l'étude et qui sont en recherche clinique. Ça, c'est très inquiétant parce que on sait que le risque de résistance est là. Le risque de résistance est là. À la longue, nous ne savons pas si c'est quelque chose qui va s'augmenter chaque année, très probablement. Mais nous avons vu en Europe que quand même c'est surtout un problème au début du traitement, et puis après le risque baisse. Ou est-ce que c'est quelque chose qui va continuer tout le temps et on aura besoin de nouveaux médicaments. On aura besoin de nouveaux médicaments aussi avec moins d'effets secondaires, avec plus qu'il faut prendre moins souvent et, espérons-le, un traitement, une guérison. Donc là, je suis très inquiet pour l'avenir. Prévention, beaucoup de problèmes, comme je l'ai mentionné à un mois à peu près. Une couverture qui reste très insuffisante, surtout pour ceux qui sont le plus à risque. Mais contrairement au traitement où nous avons vraiment besoin d'accès universel pour tout le monde, pour sauver les vies, pour la prévention, on n'a pas besoin d'un accès universel. Beaucoup de gens ne sont pas à risque ou sont à un risque très faible. Donc il ne faut pas gaspiller les moyens avec des campagnes auprès des gens qui ne sont pas à risque. Et donc là, ça nécessitera un meilleur ciblage de ce qu'on fait. Et donc, il faudra adapter beaucoup mieux les programmes de prévention au contexte local. Au début, et c'est toujours le cas en fait dans des programmes financés de l'extérieur, c'est qu'il y a un schéma, un protocole, et hop, tout le monde doit passer par cela. Qu'on soit en Chine ou au Nicaragua ou au Pakistan ou au Zimbabwe, c'est la même chose. Et ça n'a plus de sens. Donc depuis quelques années, l'ONU-SIDA a ce slogan « Connaissez votre épidémie » où il faut adapter ce qu'on fait en matière de prévention au contexte local. D'ailleurs, c'est la même chose qu'on soit en France ou en Belgique. On n'a pas les mêmes programmes, le même paquet pour une communauté ouvertement gay à Paris ou des immigrés qu'on trouve ailleurs, etc. Donc, ce n'est pas de la rocket science, comme on dit. Et aussi, il faut s'adapter aux changements sociaux. Par exemple, il est clair qu'en Asie, maintenant, il faut des programmes ciblés vers des hommes homosexuels qui, avant, il était très difficile même de les atteindre, comme tout était illégal. Je crois aussi qu'avec une vision à long terme, on ne peut pas se concentrer uniquement sur un changement du comportement sexuel individuel, mais aussi un changement des normes sociaux, des structures, surtout liées aux questions de genre, violence contre les femmes. Exemple, qu'est-ce qui est acceptable comme comportement sexuel dans une société? Donc ça, c'est un investissement à long terme. Nous savons que ça prend du temps, mais si on ne commence pas maintenant, on ne va jamais avoir des résultats. Est-ce qu'il y aura de nouvelles technologies? Vaccins, comme
vous avez compris peut-être, je ne suis pas très optimiste, mais je ne suis pas nihiliste non plus. C'est une question de continuer l'effort et un jour, on trouvera peut-être quelque chose. Et là, il ne faut pas oublier que la prévention, c'est quelque chose qu'il faudra répéter, continuer tout le temps. Chaque jour, des jeunes deviennent sexuellement actifs. Ça fait partie de la vie. Et donc, il faudra répéter tout le temps et adapter. C'est très, très difficile. Il y a des gens qui disent, oui, mais Coca-Cola est là depuis des décennies et fait la publicité, mais ce n'est pas la même chose. Un comportement sexuel, ce n'est pas la même chose que boire du coca. Et à la longue, je l'ai montré, ce n'est que par une accélération de la prévention, ici un scénario en rouge, brun, qui diminuera les coûts du traitement parce que moins de gens auront besoin du traitement. Bon, j'ai parlé de changement social, évolution de la sexualité, mais aussi l'impact de communication, l'informatique, les Facebook, etc. Ça a un impact sur la sexualité, mais aussi les mouvements fondamentalistes, mais dans l'autre sens peut-être. Bon, le financement. Les budgets disponibles vont en s'augmentant, comme je l'ai dit, et on n'a jamais atteint en fait le plein financement des besoins. Mais ça, c'est pas inhabituel. Et puis, pas toutes les communautés ont la capacité d'utiliser tout l'argent comme il faut. Mais ici, vous voyez les besoins croissants pour la lutte contre le sida dans les pays à revenus moyens et faibles. Encore une fois, je vous épargne les différents scénarios, mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 14 milliards de dollars par an pour la lutte contre le sida, ce sera très, très loin de ce dont on a besoin. Ce qui veut dire en pratique, maintenant que la demande a été beaucoup mieux exprimée qu'au début de l'épidémie, que des gens, qu'on ne pourra pas traiter des gens, qu'on aura à faire des choix très difficiles. Et ça, c'est une diapositive que j'avais montrée lors de la leçon sur l'économie du sida. Mais quand on prend les projections des besoins financiers pour la lutte contre le sida et on va les comparer au produit intérieur brut par habitant d'un côté, et puis aussi le pourcentage des besoins, pourcentage du produit intérieur brut en pourcentage, donc pour le sida, nous voyons une catégorie de pays qui auront besoin d'une aide extérieure pendant longtemps parce qu'ils ne seront pas en moyen de dépenser 3% de leur produit intérieur brut pour une seule maladie. Tandis que d'autres pays, la Chine, l'Inde, devraient être en mesure de financer leur riposte au sida, vu aussi la croissance fulgurante de leur produit intérieur brut. Comment est-ce que l'aide au développement, les budgets vont évoluer? Nous ne savons pas. Cette aide ce financement des pays riches a fortement augmenté ces 10 dernières années. Donc, le financement, la croissance du financement du sida a pu être réalisée grâce à cette augmentation de l'enveloppe budgétaire pour le développement international en général. Dans les années 90, au contraire, il y avait une baisse, surtout suite à la crise au Japon, la crise de 90-91, et dont le Japon ne s'est toujours pas remis. Donc, comment est-ce que ça va se passer ici?
à mon avis, il y aura une baisse très significative de l'aide au développement, des budgets, suite à la crise financière des pays riches. C'est un des moyens les moins pénibles pour un gouvernement de couper les budgets. Ça, c'est clair. Donc, ça voudra dire qu'il y aura une grande compétition entre différentes priorités pour cet argent. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, la malaria a fait un travail extraordinaire et grâce au fonds, des millions de gens ont pu survivre, ceux qui sont atteints de sida, mais aussi de tuberculose, malaria. Le fonds est en difficulté financière, il a sa conférence des donateurs bientôt en Espagne. Et moi, je crois que si le fonds peut rester au même niveau de revenus, ce sera un grand succès. Mais avec le même argent, on peut faire mieux. Il y a toute la question du leadership qui a fait une si grande différence dans des pays, dans des communautés, dans des entreprises, dans des églises, les ONG, les pays au niveau international. Qu'est-ce que ça va devenir? Kofi Annan était un grand militant à la fin de sa carrière. Un grand militant du sida, il était absolument essentiel dans la création du Fonds mondial, par exemple, avec secrétaire général Ban Ki-moon. Il a tellement d'autres priorités. Il y a surtout le réchauffement de la planète. Et il est ici avec Michel Sidibé, mon successeur. Donc, il y aura au niveau international aussi un besoin de renforcer ce leadership. Mais le leadership, à mon avis, maintenant, on doit réfléchir d'une autre façon, ce leadership politique. Et à la base, il y avait quand même ces coalitions, comme ici en Afrique du Sud, entre des personnes vivant avec le VIH, les églises, les entreprises, certains partis politiques, les syndicats. Et je crois que le leadership, comme on l'a connu pour le sida jusqu'ici, était très basé sur des individus, des chefs d'État, des premiers ministres aussi. Mais il faut que ça soit maintenant une question aussi des parlements, des représentants élus du peuple, certainement dans les pays hautement touchés, et ça doit devenir une affaire pour le cabinet, donc pour le gouvernement entier. On voit aussi une baisse, si ce n'est pas une implosion du militantisme sida. Parfois, suite à des luttes entre différentes associations, mais aussi parce qu'il y a une fatigue, mais dans le pays à haut revenu, l'accès au traitement a transformé complètement la vie des gens qui ont le VIH. Et ça, si cet activisme, ce militantisme disparaît, il n'y aura plus de pression sur les gouvernements. Et comme les gouvernements sont sous pression de tous les côtés, bon, ils sont quand même guidés par ces mouvements et ça m'inquiète énormément. En ce qui concerne la recherche, c'est l'impasse en matière de vaccins. Guérison, n'en parlons même pas. Mais ça, c'est ça notre objectif. Hein. Ça sont les deux grands objectifs pour la recherche en matière de sida. Mais il y a aussi de l'espoir pour ce qu'on appelle en anglais PrEP. C'est la Pre-Exposure Prophylaxis ou la prophylaxie avant l'exposition. Donc, on prend, comme pour la pilule contraceptive, on prend une pilule par jour et, pour éviter d'être infecté. Bon, il y a des essais en cours. On connaîtra les premiers résultats probablement en juillet, août. Est-ce que, si ça marche, si ça passe un essai clinique, est-ce que
il faudra l'adopter. Je crois que ce sera dans des cadres très limités. Mais ça, c'est une question intéressante, mais au moins ça ajoutera une option. Les microbicides, jusqu'ici, malgré des recherches quand même très bien menées, nous n'avons pas encore trouvé un microbicide qui serait essentiel pour les femmes. On a besoin aussi de recherches plus poussées, comment influencer le comportement. Et là, je crois que nous devons apprendre plus des gens qui sont dans le marketing, des industries des entreprises qui vendent des choses dont on n'a pas forcément besoin, mais qui convainquent les gens d'acheter cela. Je crois qu'il y a toute une science de préférence des consommateurs, d'influencer le comportement qu'on n'est pas encore utilisé en santé publique. Et là, c'est tout un domaine de recherche qu'il faut, à mon avis, approfondir. Et avant tout, il faut continuer les investissements. Dans mon pays d'adoption maintenant, la Grande-Bretagne, le pays est en crise. Et où est-ce qu'on coupe de préférence? C'est la recherche et l'enseignement supérieur. Et quand on parle d'une vision à long terme, ce n'est certainement pas cela. Est-ce que la haute technologie va nous donner quelque chose? Je crois que oui, en matière de traitement, par exemple, un traitement à vie où il faut prendre le médicament pour éviter le développement de la résistance, etc. Il y a des technologies qui sont maintenant, qui existent déjà, mais qui ne sont pas encore dans le domaine public. Et en fait, en général, la santé a une décennie en arrière comparé à d'autres secteurs pour l'utilisation de l'informatique. On l'utilise pour la gestion des hôpitaux et pour l'administration. Et il faut remplir beaucoup de papiers, c'est ça. Mais même à l'époque de l'ordinateur. Mais on peut utiliser des senseurs qui détectent des signaux qui viennent des pilules qu'on prend pour voir si quelqu'un prend son traitement ou pour avertir quelqu'un, Paul ou Marlène, prenez votre pilule dans 1 heure, des choses comme ça. Ça, c'est des technologies qu'on trouvera bientôt dans nos communautés et qui vont être très intéressantes pour le traitement des maladies chroniques. Parce que le sida, sous traitement, c'est devenu une maladie chronique. Heureusement, chronique et plus la mort. Mais avec tous les problèmes du traitement comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Et donc, on pourra organiser ça en dehors de l'hôpital et, je crois, faire beaucoup d'économies. Et en matière de prévention, il y aura peut-être d'autres développements. Et parfois, j'entends du pessimisme quand on prend l'avenir et dit « Oh, ces technologies, ces innovations ne sont pas intéressants pour les pays en développement. » Mais quelle est la situation? Prenons la Tanzanie, j'ai trouvé ça ici dans un site web African Space. La couverture de l'électricité très basse, très limitée. On survit avec des groupes électrogènes, avec un coût très élevé du carburant. Il y a un panneau solaire occasionnel, c'est une technologie de pointe, mais je ne trouve pas, c'est très cher et pour d'autres raisons. Mais on va dans n'importe quel bar ou café dans un village et les gens suivent les matchs du football anglais. Ils connaissent tous les joueurs de Arsenal et Manchester et tout ça, mieux que moi. Et avec des écrans géants, dernièrement, j'étais au Rwanda dans vraiment un bled sans électricité, mais il y avait un écran presque aussi grand comme ceci, où tout le village suivait Arsenal contre je ne sais plus qui. Et la pénétration du téléphone mobile dans le monde est déjà de 50%. C'est plus de 3 milliards de téléphones mobiles. Ce qui veut dire aussi même des pauvres ont le téléphone mobile. En Tanzanie, il s'agit d'une pénétration de 70 à 90%. 80%.
c'est un des pays les plus pauvres au monde. Mais il y a des systèmes. Et puis, la couverture de 3G pour la téléphonie mobile est presque universelle dans les grandes villes. C'est mieux que dans certains pays européens ou en Amérique du Nord, dans certaines villes. Donc, je crois qu'on doit repenser aussi comment nous utilisons la technologie dans le cadre de développement. Comme c'est une chaire de savoir contre pauvreté. Nous avons, en matière de développement international, en matière de santé publique, en fait, l'attitude était technologie de troisième rang pour le tiers-monde. Et je crois que c'est faux. Je crois en fait qu'avec la technologie, on pourra accélérer le développement. Et c'est surtout l'informatique et la téléphonie mobile qui vont faire des différences. Autre innovation dont on a besoin, ça c'est de comment le faire. J'ai déjà mentionné qu'on devra utiliser beaucoup plus l'expertise marketing des entreprises. Mais ici, vous voyez dans un domaine complètement différent, mais un partenariat entre la Banque Grameen, qui est le pionnier des microcrédits au Bangladesh, Grameen, et Danone, comme c'est français, j'ai pris ça comme exemple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis sur pied une entreprise, ils vendent, et ils achètent du lait, ils vendent du lait et tous les produits laitiers, comme le fait Danone, mais avec des objectifs sociaux, contre la malnutrition, et ils créent du travail, des emplois, et ils sont aussi dans l'environnement. Et je crois que ça, c'est associer ça à microcrédit. Et ça, c'est le genre d'intervention dont on aura besoin. Ça aussi, c'est l'innovation. Donc, il y a un projet que j'avais lancé il y a quelques années, qui s'appelle SIDA 2031. Donc, pourquoi 2031? Parce que ça fera 50 ans après la découverte du sida, et qui a presque terminé ses travaux. C'est une espèce de commission, et qui va sortir son rapport en juillet. Il y a déjà des rapports spécifiques qui sont sortis sur l'Asie, les économies en transition rapide, où avec une plus grande disponibilité d'argent et le changement social, le sida pourrait démarrer ou redémarrer de façon assez sérieuse. Et puis, ça, c'est un rapport sur tout ce qui est ce qu'on appelle social networking, donc Facebook et machin, et son influence sur le comportement sexuel des jeunes dans des pays donc émergents surtout, mais aussi même en Afrique. Et pour terminer, bon, quel est l'agenda alors? Qu'est-ce que le long terme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire différemment? Et je vais d'abord faire une comparaison entre quand on pense court terme et long terme. Et un exemple très spécifique. Nous avons vu que la circoncision de l'homme protège à 50% l'homme contre l'infection par le VIH. Alors, il y a des campagnes de circoncision qui seront mises en place avec beaucoup de difficultés pour des raisons qu'on puisse s'imaginer, mais il n'y a pas le long terme imposerait qu'on se concentre sur la circoncision des nouveau-nés à la naissance. Mais là, ça va prendre une génération, enfin 15 ans, 20 ans, de voir l'effet. Mais tous les efforts se concentrent sur la circoncision des adultes et des adolescents. Donc ça, c'est un exemple d'une approche à court terme qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant. Donc, et là, je ne sais pas si c'est du bon français, mais ça, vous devez m'excuser, je suis flamand. Le court terme, c'est la riposte. La terminologie aussi le dit, la riposte au sida. Donc, c'est la réaction. Tandis que long terme, c'est on veut prendre le devant et on a une stratégie bien réfléchie qui ne soit pas limitée à une stratégie de réagir contre
les gens meurent, où il y a une épidémie par-ci, par-là. Le court terme était des approches génériques, les mêmes, souvent imposées par les donateurs. C'est plus efficace peut-être sur le court terme, mais il faut adapter les approches et avec des décisions locales, ce qui peut prendre un peu plus de temps, mais à la longue pourrait avoir plus d'impact. Les budgets sont annuels par définition, ça je sais, mais on ne peut pas développer des stratégies de développement et de traitement à vie si chaque année le budget doit être voté, s'il y a cette incertitude. Il faudra des engagements sur plusieurs années et une planification sur plusieurs années. La lutte contre le sida est très dominée par des consultants extérieurs, des intermédiaires de tout genre qui viennent surtout des États-Unis et de la Grande-Bretagne, mais aussi d'autres pays européens. Et on a, avec l'excuse réelle, enfin acceptable, qu'il n'y a pas de capacité dans beaucoup de pays. Mais entre-temps, les gens aussi, dans les pays les plus touchés, certainement, ont acquis une grande expérience de la lutte contre le sida. Et nous devons maintenant investir beaucoup plus dans les capacités locales. La lutte contre le sida a été assez isolée des programmes de santé publique, de santé et de développement. Et là, maintenant, il est temps, et je pense que c'était nécessaire. C'était le seul moyen de démarrer cette lutte. Mais maintenant, il faut voir où est-ce qu'il y a des synergies, où est-ce qu'il faut intégrer. Par exemple, le traitement, il faudra l'intégrer. Travailler avec des homosexuels, avec des prostituées, avec des usagers de drogue, là, je crois qu'il vaut mieux ne pas intégrer parce que, en général, les gens ne sont pas les bienvenus dans les services de santé et il n'y aura plus de programme de prévention. Donc, en général, je pense que la prévention, sauf la prévention mère-enfant, transmission mère-enfant, c'est mieux de l'avoir comme programme spécifique, tandis que traitement, c'est mieux intégré. Et puis, comme j'ai dit, ne mettons pas seulement l'accent sur un changement de comportement individuel, mais aussi un changement social et de comportement. Donc, l'agenda pour l'avenir est un agenda complexe en compétition avec beaucoup d'autres agendas et il faudra transformer comment on pratique la prévention, le traitement. Il y a beaucoup de travail à faire, l'optimisation de la gestion. J'ai donné des exemples lors de mes leçons où l'argent n'est pas toujours utilisé comme il faut. Investir pour le long terme. L'Afrique australe aura besoin d'une approche exceptionnelle. Vous avez vu les projections pour l'Afrique du Sud, pour le Zimbabwe. La situation reste dramatique et c'est un cas très spécial. Moi, je pense qu'on évolue vers un monde, d'un point de vue sida, où il y a des épidémies dans des populations assez limitées un peu partout, sauf en Afrique australe et une bonne partie en Afrique de l'Est, où c'est le problème numéro 1 en développement et en santé. Voilà, je vais m'arrêter ici et si vous voulez bien, on peut passer encore quelques temps si vous avez des questions, des commentaires. Merci beaucoup.